Mon enfant voit-il des fantômes ou peut-être est-ce son imagination? Il a toujours été du côté sensible. Depuis sa naissance, il exprime beaucoup d'émotions fortes et intenses. Jusqu'à l'arrivée de mon deuxième enfant, je pensais que c'était plutôt normal. Il souriait et riait sans raison apparente. Il pleurait beaucoup, sans que nous sachions pourquoi. Il ne dormait jamais, même lorsqu'il était épuisé. Rien d'extraordinaire jusqu'à là, juste un bébé unique, avec sa personnalité unique. C'est vers ses 1 an que tout a changé. Il a commencé à faire des cauchemars 1 nuit sur 2 pendant presque 6 mois. Et je ne parle pas de cauchemars normaux, je parle d'heures entières de peur pure et de panique, à se débattre et hurler au milieu de la nuit, à se cambrer et sursauter comme s'il était attaqué. Impossible à calmer ou à ramener à lui. Nous avons pensé aux terreurs nocturnes, mais le médecin a écarté cette possibilité. Il était beaucoup trop jeune. Je vous jure qu'on perdait pied, on se sentait totalement impuissant. Rien de ce qu'on faisait ne l'apaisait, c'était l'enfer, et on ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Puis lorsqu'il a commencé à parler, les choses sont devenues étranges. Il a commencé à parler d'un certain B, en pointant du doigt sa chambre de l'époque. Il refusait d'y entrer, disant « B fâché, peur ». Parfois il se mettait à pleurer, ou courait carrément pour fermer la porte. La chambre en question n'avait rien d'inhabituel, pas d'arbre près de la fenêtre, rien de visible qui pourrait faire peur. La fenêtre était même trop haute pour qu'il voie quoi que ce soit sans une chaise. Pas de miroir non plus, juste une chambre normale. Son frère aîné, j'ai vu à quel point c'était différent. Pas de regard fixe vers le vide, pas de rire face au mur, pas de cauchemar, pas de peur de la chambre. À ce moment-là, nous avions donné la chambre B au bébé et l'aîné avait été déplacé dans une autre. Les terreurs nocturnes ont alors drastiquement diminué, mais malgré sa nouvelle chambre, mon aîné restait terrifié par son ancienne. Je me souviendrai toujours de la nuit où il a couru vers moi en pleurant, me suppliant de ne pas mettre son petit frère endormi avec B parce que B était fâché. J'ai été un peu déstabilisée et je gardais le bébé dans mes bras. Mon aîné s'est figé en fixant quelque chose dans la chambre, les yeux grands ouverts de peur avant de courir, de claquer la porte et d'halter. C'était vraiment étrange, surtout que son petit frère n'avait jamais montré la moindre peur ou hésitation dans cette pièce. Quelques mois plus tard, peut-être 1 an, il parlait beaucoup mieux et était plus facile à comprendre. Toute l'histoire de B avait cessé et il semblait désormais à l'aise avec la chambre. Mon mari et moi avons eu quelques expériences étranges nous-mêmes, mais jamais au point de voir quelque chose. Je parle de sensations subjectives, quelqu'un qui monte des escaliers alors qu'il n'y a personne, des bruits bizarres dans le babyphone, ou la sensation que quelqu'un est derrière nous quand on est seul. Des choses qui pourraient s'expliquer si on cherchait vraiment. Quant à mon fils, il a peut-être arrêté de parler de l'homme de la chambre, mais maintenant il parle d'un autre homme chaque fois que nous allons chez ma mère. C'est toujours la même chose. Il regarde les escaliers qui mènent au sous-sol et dit tranquillement « Ah, l'homme est là ». Puis quelques minutes plus tard, il vérifie à nouveau et dit généralement « Parti, l'homme est parti ». Parfois on arrive et il regarde avant de déclarer « Pas d'homme aujourd'hui », comme s'il s'attendait à le voir mais qu'il n'était pas là. Je lui ai demandé plusieurs fois une description et c'est toujours assez cohérent. Grand, barbu, cheveux foncés, air effrayant mais gentil. Je ne lui donne aucun indice, je pose juste des questions générales. Homme ou femme, couleur des cheveux, il répond toujours la même chose. Inutile de dire que ma mère est morte de trouille et ne sait pas quoi penser. Elle n'a jamais aimé son sous-sol et ça n'aide pas quand son petit-fils affirme qu'un homme invisible à l'air grognon y vit. Mon plus jeune ne montre aucun de ses comportements et il a largement dépassé l'âge auquel l'aîné a commencé. Je sais que tous les enfants sont différents et que mon aîné est peut-être simplement plus imaginatif que son frère, mais quand même, c'est perturbant. Voici une histoire de seconde main à propos de l'oncle de mon beau-frère qui était médecin dans une petite ville du sud de l'Inde. Appelons-le le docteur L. Un soir, après avoir fermé sa clinique, il dormait chez lui. On frappa à la porte. La grand-mère ouvrit. En Inde, il existe des portes à double battant, une intérieure et une extérieure.
Ici, c'est la porte intérieure qui fut ouverte, tandis que la porte extérieure transparente était verrouillée par mesure de sécurité supplémentaire. Un homme se trouvait donc devant sa grand-mère en pleine nuit et demandait en tamoul, la langue locale, au médecin de venir en aide à sa femme enceinte qui avait besoin de soins médicaux urgents. La grand-mère, ne voulant pas déranger le docteur, lui dit simplement qu'il se reposait et de revenir le lendemain matin. Cependant, il insista lourdement, faisant valoir l'urgence de la situation et la gravité de l'état de la femme. Entendant tout ce bruit devant la porte d'entrée, le docteur se réveilla et après avoir entendu la situation de la bouche de l'inconnu, accepta de l'aider. Il prit le matériel médical qu'il jugeait nécessaire et partit avec l'inconnu pour le secourir. Sur le chemin du domicile où sa femme avait besoin d'aide, les routes étaient plongées dans l'obscurité la plus totale et mal éclairées, si bien que le docteur n'avait toujours pas bien vu l'inconnu. Il distinguait seulement qu'il portait des vêtements. L'inconnu ne cessait de s'excuser de le déranger si tard et affirmait que sa femme avait réellement besoin de soins médicaux. En chemin, l'étranger tourna vers un cimetière, ce qui incita le docteur à s'arrêter et à l'interroger. L'étranger répondit que sa maison se trouvait derrière le cimetière et que par conséquent, le traverser était le chemin le plus court pour y arriver. Le docteur accepta de le suivre, bien que toujours sceptique. Il se dit toutefois que cela avait au moins un certain sens et qu'il n'avait trouvé aucune raison de douter de lui. En traversant le cimetière, ils s'approchèrent d'un lampadaire, bénéficiant ainsi d'un meilleur éclairage. À cet instant, le docteur n'en croyait pas ses yeux. Malgré ses efforts pour distinguer le visage de cet inconnu, il ne voyait que des vêtements suspendus dans l'air. Visiblement sur le choc, il tenta de dissimuler sa stupeur et chercha une excuse pour s'éclipser. Il prétendit donc avoir oublié du matériel essentiel et devoir rentrer chez lui pour le récupérer. Cependant, l'inconnu insista sur le fait que ce n'était pas nécessaire et qu'il valait mieux laisser tomber. Le docteur tenta tant bien que mal de se défiler, prétextant que le matériel était crucial et qu'il abandonnerait même sa valise si l'inconnu ne le croyait pas. Laissant le sac derrière lui, il courut chez lui, espérant que l'inconnu croirait qu'il se dépêchait de récupérer le matériel plutôt que de s'enfuir. Une fois rentré chez lui, il raconta l'incident à sa grand-mère. Tous deux restèrent vigilants toute la nuit, mais ils finirent par trouver le sommeil. Le lendemain matin, encore sous le choc des événements de la nuit précédente, le docteur se rendit au travail comme d'habitude et tenta de reprendre ses activités quotidiennes pour oublier ce qui s'était passé. Dans la journée, un haut responsable de l'administration locale était venu à sa clinique pour faire examiner son fils. Tandis que la conversation s'engageait, le médecin évoqua la possibilité pour la municipalité d'installer davantage de lampadaires afin d'améliorer la visibilité nocturne. Il prit pour exemple un incident survenu la veille sans entrer dans les détails, suggérant ainsi qu'il pouvait percevoir n'importe quelle forme lorsqu'il suivait un patient potentiel. Intrigué, le maire demanda des précisions au médecin qui s'étendit sur le sujet, omettant toutefois de mentionner qu'il avait aperçu une silhouette invisible. En effet, dans la culture indienne, ce genre de chose peut être perçu comme un signe de folie. Le maire, visiblement intéressé mais pas surpris, invita le médecin à passer à son bureau après la fermeture de la clinique. Encore traumatisé par les événements de la nuit précédente et désormais inquiet des révélations que le maire pourrait lui faire, le docteur ferma la clinique plus tôt que d'habitude et se rendit à son bureau. Le maire demanda un exposé plus clair et plus franc des événements relatés dans l'après-midi. Une fois la vérité révélée, le maire prit 3 dossiers de médecins sur son bureau. Pensant qu'il s'agissait de candidats potentiels pour la petite ville, le docteur fut impressionné et heureux de voir davantage de médecins s'installer dans cette bourgade en manque de compétences médicales. Cependant, le maire expliqua que ces 3 médecins avaient déjà disparu dans des circonstances similaires à celles vécues par le docteur la nuit précédente. Ils avaient été attirés dans un guet-apens d'urgence tard dans la nuit et n'avaient plus jamais été revus. Ça s'est produit quand j'avais environ 10 ans et je ne peux toujours pas l'expliquer. Pour situer les lieux, à l'étage de notre maison, il y avait un petit palier avec 4 pièces très proches de l'escalier. La chambre de mes parents à droite, la salle de bain en face et les chambres de ma sœur et moi à gauche. Un jour, j'étais dans la salle de bain en train de me préparer quand du coin de l'œil, j'ai aperçu ce qui ressemblait à une grosse créature noire sur les escaliers. Je me suis tourné pour regarder directement et j'ai vu un énorme chien noir, tout poilu, monter les marches en bondissant.
Nous n'avions pas de chien à l'époque, mais nos voisins avaient un grand Terre-Neuve noir, nommé Schooner. J'ai regardé le chien courir jusqu'en haut des escaliers et tourner à droite dans la chambre de mes parents. J'ai supposé que Schooner avait réussi à entrer chez nous et j'ai commencé à m'inquiéter pour nos chats. Alors je suis sortie de la salle de bain en courant et j'ai claqué la porte de la chambre, piégeant le chien à l'intérieur. Je suis restée sur le palier et j'ai appelé ma mère. « Maman, viens, j'ai enfermé un énorme chien dans ta chambre. Je crois que c'est Schooner. » Quelques secondes plus tard, elle est montée. Nous étions tous les deux sur le palier, devant la porte fermée, pendant que je lui expliquais ce qui s'était passé. Elle m'a dit de rester là. Elle a ouvert la porte, est entrée et l'a refermée derrière elle. Une minute plus tard, elle est ressortie avec un air cynique et m'a dit « Très drôle. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a répondu « Il n'y a aucun chien là-dedans. » Je n'en revenais pas. Je lui ai dit que c'était impossible, puis j'ai couru dans la chambre pour vérifier moi-même. Elle avait raison, il n'y avait aucun chien. Nous étions au 2e étage, les fenêtres étaient fermées et équipées de moustiquaires. Depuis le moment où j'avais claqué la porte jusqu'à celui où j'ai fouillé la pièce, j'étais restée juste à côté de l'unique sortie. Il n'y avait absolument aucun moyen pour le chien de s'échapper sans que je le voie. Ma mère a haussé les épaules, persuadée que je lui faisais une blague. Elle a fini par dire que j'avais trop d'imagination, mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai physiquement vu quelque chose qui n'existait pas. Je sais que je ne l'ai pas imaginé. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Était-ce une hallucination isolée, sans raison, un fantôme ? Je vais commencer en disant que depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu l'impression d'être sensible aux énergies. Plusieurs fois, on m'a grondé parce que je faisais peur à mes frères et sœurs ou parce qu'on pensait que j'inventais des choses. En arrivant au collège, j'ai donc arrêté de parler de mes ressentis, mais bref, voilà l'histoire. Quand j'étais en première au lycée, ma mère, son mari et moi avons emménagé dans un nouvel appartement. Nous vivions aussi avec 2 chiens, le leur et le mien, Rufus. C'était un F3 et ma chambre était un peu cachée derrière le salon. En entrant dans ma chambre, droit devant se trouvait la cage de Rufus, à droite contre le mur du fond, mon lit. En tournant à droite, il y avait mon bureau, puis mon placard juste à côté. J'espère que je décris assez bien la disposition. Le point important, mon bureau était juste à côté du placard. On déménageait beaucoup, donc je faisais l'école en ligne à ce moment-là. La plupart du temps, j'étais à mon bureau avec mon casque audio sur les oreilles, et Rufus était allongé à côté de moi. Ma mère était assez stricte, donc j'avais développé une sorte de 6e sens pour savoir quand quelqu'un rentrait à la maison, même avec mon casque. Je pouvais aussi sentir quand elle entrait dans ma chambre. Souvent, elle restait debout derrière moi en attendant que je la remarque. Un jour, je travaillais sur un projet important et ma mère et son mari étaient sortis faire des courses. J'avais la musique très forte, mais je n'arrêtais pas d'avoir l'impression que ma mère se tenait derrière moi. J'ai dû enlever mon casque et me retourner au moins 4 fois en quelques heures. Je me suis même levée une fois pour vérifier s'ils étaient entrés. Mais j'ai mis ça sur le compte du stress. Pourtant, au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Environ 30 minutes plus tard, j'ai soudain ressenti une montée d'adrénaline. Les poils de mes bras et de ma nuque se sont dressés. J'étais persuadée que cette fois, ma mère était vraiment derrière moi, prête à me faire peur. Tout ce que je vais raconter maintenant s'est déroulé en 2 minutes maximum, mais je m'en souviens dans les moindres détails. J'ai attrapé mon téléphone d'une main et de l'autre, j'ai retiré un côté de mon casque. À ce moment-là, j'ai entendu Rufus grogner. Je me suis retournée d'un coup. Il était debout derrière ma chaise, fixant le placard en grognant. Mais pas un grognement normal, un grognement profond. En même temps, j'ai entendu le chien de ma mère aboyer agressivement derrière ma porte fermée. La porte du placard était ouverte. C'était un dressing, donc ma première pensée a été « Quelqu'un se cache là-dedans ». Aussi stupide que ça puisse paraître, je suis allée vérifier derrière la porte du placard en criant que j'avais une arme, ce qui était faux. J'ai passé la tête, personne. Dans ma tête, j'ai juste eu le temps de penser « Merde », quand une valise posée sur l'étagère à ma gauche est tombée du haut et a atterri à moins de 10 cm de moi. Pendant tout ça, les 2 chiens devenaient fous. Rufus sautait et aboyait maintenant. La seconde où la valise a touché le sol, j'ai couru. J'ai crié « Rufus, viens !» en attrapant son collier. J'ai ouvert ma porte et je me suis enfui dehors. 5 secondes plus tard, j'ai réalisé que j'avais laissé l'autre chien. J'ai rouvert la porte. Heureusement, elle nous avait suivis.
Je l'ai attrapé aussi, et c'est là que j'ai remarqué que j'avais laissé tomber mon téléphone en ouvrant la porte dans la panique. Je suis descendu des escaliers avec les chiens, et arrivé en bas, je suis resté planté là, le cœur et l'esprit en vrac. Comme je n'avais pas de laisse, je suis allé jusqu'à notre garage, dans un bâtiment séparé. J'ai appelé ma mère pour savoir quand elle rentrerait, et j'ai attendu dans le garage. Quand elle est arrivée, elle est allée vérifier ma chambre. Elle ne m'a pas cru. Elle a dit que c'était une coïncidence et qu'il fallait arrêter d'en parler. J'ai eu peur de remettre mon casque pendant des semaines, mais rien de semblable ne s'est jamais reproduit dans cette chambre. Normalement, j'essaie toujours de trouver une explication logique, mais je n'avais jamais vu Rufus réagir comme ça envers quoi que ce soit. Et cette valise, elle était posée à plat, pas assez large pour basculer toute seule. Il n'y avait aucune raison qu'elle tombe. Ça s'est passé il y a plusieurs années, mais j'ai voulu rassembler les détails du mieux possible, car je n'ai toujours aucune explication. Je n'ai jamais vraiment cru ou pas cru aux fantômes. Je me disais simplement, le jour où je verrai quelque chose, j'y croirai. Un peu de contexte, l'immeuble où je vivais comptait 4 appartements, 2 au rez-de-chaussée, 1 au 2e étage et 1 au 3e. J'habitais au rez-de-chaussée, l'autre appartement du rez-de-chaussée était occupé, celui du 3e aussi. Le seul vide était celui du 2e étage. Les locataires étaient partis 2 semaines plus tôt et des rénovations devaient commencer. Autre détail important, mes parents possédaient un autre immeuble dans la même rue où des squatteurs avaient été trouvés une semaine avant. J'étais donc déjà sur mes gardes, craignant que la même chose arrive chez moi. Ça a son importance. C'était en novembre 2011 ou 2012. J'habitais dans un petit appartement du rez-de-chaussée que je possédais. J'avais 2 emplois et j'avais enfin un jour de repos. J'avais loué 2 films, acheté de quoi manger et j'étais prêt à passer une soirée tranquille. Je regarde le premier film sans problème. Je lance le 2e, je m'installe sur le canapé avec mes chats et là, ça commence. Au bout de 20 minutes, j'entends des bruits au-dessus de ma tête. Je m'épose, les bruits s'arrêtent immédiatement. Je relance le film. 5 minutes plus tard, ça recommence. Cette fois, je m'épose plus vite et j'entends clairement des pas au-dessus de moi. Je suis confus. L'appartement du dessus est censé être vide. Je sors dans le couloir pour voir si une lumière est allumée à l'étage. Rien. Je retourne dans mon salon, silence total. Je me dis que c'est peut-être la maison qui craque avec le froid. Je relance le film. Quelques minutes plus tard, rebelote. Je m'épose, les pas sont nets, précis. Ils traversent l'appartement du dessus, de ma cuisine à ma chambre, puis au-dessus de l'autre appartement du rez-de-chaussée. Là, je commence à paniquer. Si quelqu'un squatte chez moi, je dois intervenir. Je prends un couteau, mon téléphone avec le 911 précomposé, et je monte. La porte du 2e étage fait un bruit horrible quand on l'ouvre. Je tente de l'ouvrir discrètement, échec total. Elle grince comme jamais. J'entre et j'appelle. Je sais que quelqu'un est là. Silence. Je dis, si vous partez maintenant, je n'appelle pas la police. Je veux juste que vous sortiez. Silence. J'arrive, j'ai le 911 prêt. Fais pas de conneries. Rien. Je fouille tout. Salon, chambre, cuisine, salle de bain. Personne. Je suis soulagé, mais aussi un peu secoué. Je redescends. Je me dis que j'ai dû imaginer des choses. Je relance le film. Quelques minutes plus tard, les pas reprennent. Cette fois dans l'autre sens. De l'autre appartement vers ma chambre, puis mon salon, puis ma cuisine. Là, je suis furieux. J'ai clairement raté quelqu'un. Je remonte, couteau et téléphone en main. Je suis armé. Je suis énervé. Montrez-vous. Silence. Je fouille encore. Rien. Je vérifie même les rebords de fenêtre. Personne. Je verrouille la porte du 2e étage pour empêcher quiconque d'y entrer. Je redescends complètement perdu. La soirée vire au cauchemar. Je relance le film, 5 minutes passent, 10 minutes, rien. Je commence à me détendre. Grosse erreur. Les pas reprennent. Cette fois, ils traversent ma cuisine, mon salon, puis se dirigent vers la porte de mon appartement. Ensuite, j'entends les pas dans l'escalier du couloir. Sauf que je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir. La porte la plus bruyante du monde n'a pas fait un son. Je vais vérifier qu'elle est bien verrouillée. Les pas continuent, passent devant ma porte, descendent vers la cave. Je suis glacé. Si quelqu'un est là, il vient de se coincer dans la cave. Un carré vide avec juste une machine à laver. Je dois aller voir, je suis le propriétaire, je n'ai pas le choix. Je descends dans le noir total, j'appelle, silence, je fouille, personne. Je remonte en courant, je claque ma porte, je la verrouille. Je me poste derrière ma porte, les pas remontent l'escalier.
Je connais cet escalier, 15 marches avant le palier. Je compte. 1, 2, 3, 4. Mon cœur explose. 5, 6. J'ouvre la porte d'un coup et j'allume la lumière. Personne. Pas un bruit, pas une ombre, rien. Je reste figé, incapable de bouger. Puis je panique, je claque ma porte, je me jette dans mon lit, sous les couvertures, comme un gamin de 5 ans. Les chats se blottissent contre moi. Silence, puis des pas, ils descendent des escaliers, s'arrêtent devant ma porte. Et là, le coup le plus fort que j'ai jamais entendu. Je suis paralysé, puis sans comprendre pourquoi, je sens que je dois ouvrir la porte. Je mets mon peignoir, je marche jusqu'à la porte, je déverrouille, j'ouvre. Personne. Plus de bruit, plus de pas, plus rien. Je referme, je retourne au lit, je reste éveillé des heures. Les jours suivants, j'en parle à mes parents. Ma mère est terrifiée. Mon père fait des recherches sur l'immeuble. Il découvre, dans les années 80, un incendie au 2e étage a tué 3 personnes. Dans les années 90, un homme a surpris sa femme avec un autre homme et les a poignardés à mort. J'ai aussi demandé aux autres locataires où ils étaient ce soir-là. L'un était hors de la ville, l'autre dans une autre province. Personne n'était dans l'immeuble. Je ne sais pas si je crois aux fantômes, je n'en ai jamais vu, mais ce que j'ai vécu cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Même si je ne me souviens plus de l'année exacte, c'était soit en 2016, soit en 2017, quand j'avais probablement 16 ans. Je vivais en République d'Irlande depuis un peu moins de 3 ans après avoir déménagé d'Angleterre. Ma famille et moi vivions dans les Midlands, dans une toute petite ville. Pendant mon adolescence, à cause de la déprime que je ressentais, surtout parce que je détestais l'école, j'ai commencé à croire en Dieu et à prier régulièrement, naïvement persuadé que ça rendrait ma vie meilleure comme par magie. C'est durant cette phase spirituelle que je suis tombée sur une vidéo YouTube. Elle parlait d'un homme qui aurait été emmené en enfer par Jésus, et là-bas, Jésus lui aurait montré toutes sortes d'horreurs éternelles. D'après mes souvenirs, l'homme disait avoir vu des âmes torturées et brûlées vives par des démons ou quelque chose du genre. Même si je ne savais pas si ce qu'il racontait était vrai, ça m'a terrifiée à l'idée de passer l'éternité dans les flammes de l'enfer. Mais peu après avoir regardé cette vidéo, je me suis soudain sentie très mal à l'aise. Pas à cause de la vidéo en elle-même, mais j'avais l'impression d'être observée, alors que j'étais censée être seule dans ma chambre. Et pas seulement observée, j'avais aussi la sensation d'être en danger, au point de quitter ma chambre pour descendre rejoindre mes parents et ma sœur. C'est là que vient la partie vraiment effrayante. Dès que j'arrive en bas des escaliers, avant même d'entrer dans une pièce, je sens un gros tapotement physique sur mon épaule. Je me retourne immédiatement en hurlant, mais quand je me suis retournée, il n'y avait personne, rien, comme si un fantôme m'avait tapé dans le dos. Et j'avais crié si fort que ma mère m'a appelée depuis le salon pour me demander ce qu'il se passait. Le reste de la soirée, j'étais terrifiée et à cran. Le moindre bruit ou mouvement me rendait paranoïaque. J'étais tellement nerveux que même quand mon chien, encore un petit chiot à l'époque, venait vers moi, j'avais peur qu'il me touche. Nous n'avons vécu dans cette maison que quelques mois de plus avant de déménager. Je n'ai plus jamais eu une expérience comme celle-là. Même si j'ai toujours aimé les histoires effrayantes, vraies ou fictives, je ne connais presque rien aux démons et aux fantômes. Je trouve les extraterrestres et les cryptides bien plus intéressants. Peut-être que tout ça n'était qu'une réaction psychologique après avoir regardé une vidéo sur l'enfer. Je garde la maison de mon père et de ma belle-mère dans le sud de l'Arizona, dans une zone semi-rurale, depuis 9 jours. Ils ont quelques acres de terrain, 2 chiens, dont un qui est pratiquement un chien de garde, des chevaux et des poules. La maison est grande, un peu labyrinthique, avec beaucoup de portes donnant sur l'extérieur. Et la propriété est complètement plongée dans le noir la nuit. J'y ai déjà dormi, mais jamais seul. Les premières nuits, le chien de garde n'arrêtait pas d'aboyer en alerte au milieu de la nuit et de filer dehors par la chatière dans le noir. Mon père m'a dit qu'il réagissait aux animaux du désert, coyotes, etc. Donc après 2 nuits blanches, j'ai simplement fermé la chatière et laissé la télé du salon allumée en sourdine pour essayer de le distraire. Ça semblait aider, jusqu'à vendredi soir, alors que je me préparais à aller me coucher.
Les deux chiens ont sursauté d'un coup, comme s'ils avaient entendu quelque chose, puis ont foncé vers l'arrière de la maison. Une seconde plus tard, j'ai entendu un sifflement venant apparemment du patio arrière près de la chatière. Les chiens se sont précipités dehors en aboyant. Une minute plus tard, j'ai pris une lampe torche et regardé par les fenêtres. Rien. Je les ai rappelés, j'ai refermé la chatière. Je me suis dit que c'était probablement quelqu'un qui passait sur la route en terre. La nuit dernière, j'ai vérifié toute la maison et le terrain avant de tout verrouiller. Je me sentais plutôt bien, assez détendu. Je suis allé prendre une douche, je me rasais les jambes. J'avais une série qui tournait sur mon téléphone quand le chien de garde s'est mis à aboyer comme un fou dans la chambre attenante. Je lui dis de se calmer, mais ensuite j'ai entendu ce que je ne peux décrire que comme une voix d'homme qui criait, parlait, venant de quelque part à l'intérieur de la maison. On aurait dit quelqu'un qui appelait depuis une autre pièce, étouffé par les murs et le bruit de la douche. Le chien devenait fou, alors je suis sorti, j'ai laissé la douche tourner, j'ai attrapé une serviette et ma lampe torche. Il fait noir dedans comme dehors, seules quelques lumières étaient allumées. J'ai avancé lentement vers l'endroit où j'entendais le chien et j'ai vérifié la plupart du rez-de-chaussée. Rien. Le chien était planté devant la chatière, immobile, fixant quelque chose. J'étais à deux doigts d'appeler le 911, mais il n'y avait aucun signe de présence humaine et j'avais peur qu'on me prenne pour une idiote. Alors je me suis enfermée dans la chambre avec les chiens jusqu'au matin. Je sais que ça paraît fou, mais je ne savais pas quoi faire et j'ai un peu figé sous le stress. Je vis dans un autre état, donc ce soir je dors chez ma mère. Je ne pouvais pas me résoudre à rester là-bas encore une nuit et elle habite assez près. Quand j'ai commencé à raconter ça à mon frère, il m'a dit que des mois plus tôt, quand il était seul dans la maison, il avait entendu un sifflement étrange à l'intérieur, le même que celui que j'ai entendu. Il m'a dit que la maison l'avait toujours mis mal à l'aise. En général, je suis quelqu'un de posé, pas du genre à paniquer facilement. Je sais me défendre et j'écoute mon instinct. Mais là, c'était différent, vraiment différent, et je n'arrive pas à m'en remettre. Ce que j'ai vécu était vraiment étrange et je ne peux toujours pas l'expliquer aujourd'hui. Je suis à 99% sûr que c'était paranormal et les phénomènes dans cette maison n'ont duré qu'environ 2 semaines jusqu'à ce qu'on fasse purifier la maison par quelqu'un. De 2019 à 2021, j'ai servi à la base aérienne d'Aviano, dans le nord de l'Italie, dans l'US Air Force. Pendant cette période, j'ai emménagé dans une maison avec un ami proche de l'école technique et sa femme. Nous avons emménagé dans une vieille maison dans un petit village. C'est dans cette maison que je suis passé de « les fantômes n'existent pas » à « je suis presque certain qu'ils existent ». Je ne crois toujours pas à 100% parce que je pense qu'aucun de nous n'a vraiment les réponses sur les choses étranges qui nous arrivent parfois. Et je ne prétendrai pas savoir exactement ce qui se passait dans cette maison. La première semaine dans la maison a été normale. Après cette première semaine, j'ai commencé à faire des cauchemars très intenses chaque nuit. Je ne me souviens pas de leur contenu. Probablement pour le mieux, mais je me souviens très bien que je me réveillais en paralysie du sommeil presque chaque nuit. À chaque fois que ça m'arrive, dès que je réalise ce qui se passe, j'entends un bruit de souffle très léger dans mes oreilles qui devient progressivement plus fort jusqu'à devenir presque assourdissant. Une fois, je me suis réveillée en sueur froide, incapable de bouger. Le bruit de souffle commence, devient de plus en plus fort et en regardant autour de moi, j'ai vu une silhouette sombre au pied de mon lit qui se redressait et commençait à soulever mes jambes. C'est à ce moment-là que j'ai cassé la paralysie, probablement grâce à l'adrénaline. Je sais qu'il n'y avait personne en réalité, que j'étais à moitié endormie et que je rêvais que ça arrivait, mais c'était tellement réel que j'étais terrifiée. J'ai eu d'autres épisodes de paralysie du sommeil dans cette maison, mais celui-là est le plus marquant. Mes colocataires faisaient aussi des cauchemars, mais beaucoup moins intenses et moins fréquents que les miens. La nuit, quand je me réveillais après ces cauchemars, j'entendais parfois des bruits venant du rez-de-chaussée. Mes colocataires qui dormaient aussi à l'étage les entendaient parfois eux aussi. Les bruits ressemblaient à des portes de placard qu'on ouvre et ferme, ou à des couverts et des casseroles qu'on déplace. Je ne suis pas certain, car je n'ai jamais osé sortir de ma chambre pour vérifier. J'étais déjà suffisamment terrifiée par mes nuits. Mes colocataires avaient plus d'expérience avec les phénomènes paranormaux et comment les gérer.
Ils sont allés acheter de la sauge séchée et un collier de perles pour moi, censé me protéger. Même si j'étais sceptique, je ne retirais jamais ce collier quand j'étais dans la maison. Quand on a essayé de brûler la sauge dans la maison, elle ne s'allumait pas du tout. Peu importe combien de temps on mettait la flamme dessus. Le plus étrange, c'est qu'en sortant dehors, elle s'est allumée immédiatement. On est retourné à l'intérieur. Impossible de la brûler. Peut-être l'humidité dans la maison, je ne sais pas, mais ça nous a vraiment mis mal à l'aise. La même nuit, mon colocataire et moi nous sommes réveillés exactement au même moment. On est sortis de nos chambres et on s'est croisés dans le couloir. On voulait tous les deux un snack de minuit. La maison était silencieuse jusqu'à ce qu'on se salue. Les bruits ont commencé immédiatement, les mêmes bruits que j'ai décrits plus tôt. On s'est arrêté dans le couloir, au-dessus des escaliers pour écouter. Et là, sans prévenir, vraiment sans prévenir, car on était immobile, le collier qu'il m'avait acheté a explosé. Il s'est brisé tout seul, sans que rien ne le touche. Les perles ont volé partout sur le sol. On s'est regardé dans les yeux, on a dit bonne nuit, et on est retourné dans nos chambres. Le point de rupture, c'est quand mes colocataires ont apparemment vu l'entité. Je ne sais pas si je les crois totalement, mais voici ce qu'ils m'ont raconté. Ils mangeaient dans la cuisine, assis à la table face à la porte vitrée qui donne sur le patio. Dans le reflet de cette porte, on peut voir l'entrée du couloir derrière eux. Ils m'ont dit qu'ils avaient tous les deux vu une vieille femme passer dans ce couloir. Aucun d'eux n'a parlé, ils se sont juste regardés, puis sont montés à l'étage en vitesse. C'est là qu'ils ont appelé un buchero, je ne suis pas sûr du mot, une sorte de prêtre ou guérisseur mexicain. Il leur a dit qu'on était en danger et qu'il allait faire un rituel pour déplacer l'esprit hors de la maison. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça a marché, et j'étais juste heureux de pouvoir enfin dormir normalement. Après son intervention, plus rien ne s'est produit dans la maison. On a même pu brûler de la sauge à l'intérieur sans problème. Quand j'avais 6 ans, j'ai vu des doigts ensanglantés dans un stand de nourriture près de la piste de mon école. Je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. Ce souvenir m'est revenu récemment. Je n'y avais pas pensé depuis des années et j'ai voulu le raconter pour voir ce que les autres en pensent. J'ai 31 ans aujourd'hui, donc ça s'est passé il y a environ 26 ans à l'école primaire. De temps en temps, pendant les cours de sport ou les évaluations physiques, notre prof de gym nous emmenait en haut d'une colline où se trouvait notre aire de jeu. À côté, il y avait un grand terrain de baseball. Autour de ces deux zones, une piste de course en gravier formait un grand cercle. À chaque coin de la piste, il y avait une sorte de cabanon qui semblait servir de stand de nourriture pendant les matchs. Je ne sais pas à quelle fréquence ils étaient utilisés, mais ils avaient déjà l'air vieux et délabrés à l'époque. Un jour, nous faisions un test chronométré sur la piste. Je courais dans le virage du fond, tranquillement. J'étais plus lent que la plupart des autres enfants à cause de mon asthme, donc j'étais presque seul, avec quelques retardataires, tandis que la majorité de ma classe était loin devant. En approchant du cabanon, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu 5 doigts sortir de la fenêtre, presque fermée, celle par laquelle ils servaient la nourriture, je crois. Au début, je n'ai pas vraiment réalisé ce que je voyais et j'ai continué à courir. Puis je regardais en arrière et j'ai fait un double regard. Je me suis arrêté net, choqué. Les doigts dépassaient de la fenêtre entr'ouverte et se recourbaient autour du mur du stand. Du sang, du vrai sang rouge, coulait autour d'eux. Pas beaucoup, mais 3 ou 4 filets. Les doigts bougeaient comme si quelqu'un essayait désespérément de sortir du stand. J'étais figé, je n'ai pas crié, mais j'ai ressenti une sensation horrible, vraiment horrible. Dans ma tête d'enfant, j'ai décidé que je devais faire comme si je n'avais rien vu et continuer à courir. C'est ce que j'ai fait, j'ai couru, plus vite que jamais, parce que j'avais peur. Quand j'ai regardé en arrière une nouvelle fois, il n'était plus là, mais ça a duré plusieurs secondes, suffisamment longtemps pour que je sache ce que j'ai vu. Je n'ai jamais été diagnostiqué avec quoi que ce soit qui pourrait provoquer des hallucinations visuelles, et je ne faisais pas de crise d'asthme à ce moment-là. Je ne peux vraiment pas expliquer ce que j'ai vu. Je me souviens avoir demandé à mes camarades s'ils savaient quelque chose, et l'un d'eux m'a dit qu'il avait entendu dire que quelqu'un était mort dans ce cabanon à cause d'un incendie. Mais bon, nous avions 6 ans, donc je suis presque sûr qu'il avait inventé ça. Je n'ai jamais cherché plus loin, parce que je n'y ai pas vraiment repensé, mais c'est clairement ma première expérience paranormale. Après ce jour-là, chaque fois que nous courions sur la piste, j'accélérais en passant devant ce stand et j'évitais de le regarder. J'avais toujours une très mauvaise sensation que je n'avais jamais eue avant,
Et chaque fois que je passais devant, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose là-dedans qui voulait que je le regarde. Comme si j'avais remarqué sa présence et que maintenant qu'il savait que je l'avais vu, il voulait que je l'admette. Ça commence comme un rêve, mais ça devient bien plus que ça. Je n'ai jamais réussi à l'expliquer et je fais encore des cauchemars. Une partie de cette histoire, je l'ai vécue, l'autre, je la tiens de ma sœur. Plusieurs personnes, même des professionnels de santé, ont fini par être impliqués, mais les principaux concernés étaient moi, 12 ans, ma sœur, appelons-la River, 17 ans, et notre voisin, appelons-le Ben, 17 ans. Malgré notre différence d'âge, ma sœur et moi sommes très proches. On a traversé des trucs sérieux, et elle est passée du rôle de seconde mère à celui de meilleure amie. On est toujours proches, mais cet événement est la seule chose dont elle refuse catégoriquement de parler. C'était l'été 2002, je dormais presque tout le temps sur le sol de sa chambre. Elle travaillait dans un cinéma et le film Signe m'avait traumatisé. Ajoutez à ça une bonne dose d'anxiété. Hors de question que je dorme seule, jamais. La nuit en question, j'étais installée sur un matelas sur le sol, juste à côté de son lit, aussi près que possible sans être dedans. Rien d'anormal avant de dormir. Je me souviens que c'était une soirée calme, parce que j'avais un entraînement de natation le lendemain matin et elle devait m'y conduire avant d'aller travailler. À partir de là, je dois passer à son récit, parce que je ne me souviens de rien jusqu'à notre réveil vers 3 heures du matin. Elle raconte qu'elle se sentait très mal à l'aise et qu'elle n'arrivait pas à s'endormir. Quand elle a enfin sombré, c'était comme si elle entrait directement dans un rêve. Dans ce rêve, son petit ami de l'époque la guidait par la main dans une immense maison. Elle était impatiente, voulait arriver quelque part, mais lui disait de se taire. Finalement, ils arrivent devant une porte entrouverte, éclairée de l'intérieur. Son petit ami lui fait signe d'entrer et reste en arrière. Elle pousse la porte et est immédiatement aveuglée par la lumière blanche. Quand ses yeux s'habituent, elle voit quelque chose dans la pièce. Elle n'arrive pas à décrire ce qu'elle a vu, mais elle savait immédiatement qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait un être. Elle a ressenti une terreur immédiate, viscérale. Dans son rêve, elle s'est retournée et a attrapé la porte qui commença à se refermer. En s'échappant, elle a entendu une voix dire « Va la chercher, elle ne reviendra plus jamais ici d'elle-même. » Puis elle s'est réveillée, sauf qu'elle ne s'est pas juste réveillée, elle s'est réveillée en hurlant. Je me suis réveillée d'un coup, je n'ai même pas compris que c'était un cri avant de la voir se débattre dans son lit. J'en fais encore des cauchemars, rien que d'y penser, j'ai la nausée. J'ai allumé la lumière et essayé de lui demander ce qui n'allait pas. Elle s'est fixée instantanément, comme si ma voix l'avait reconnectée au monde réel. Très doucement, elle a murmuré que tout allait bien et qu'il fallait juste se rendormir. Je me souviens de son visage comme si c'était hier, ses yeux immenses, ses pupilles dilatées et une pâleur cadavérique. On a laissé la lumière allumée, on n'a presque pas dormi. Toutes les quelques minutes, elle se redressait et me demandait « Où tu vas ?» alors que je n'avais pas bougé d'un millimètre. La peur dans sa voix me glaçait. Le lendemain, malgré ces hurlements, mes parents n'ont jamais bougé dans la pièce d'à côté. Et nous non plus, on n'a pas pensé à aller les chercher. C'était comme un vide de terreur. Rien n'existait en dehors de ce qu'on vivait. On était coincés dans une boucle de peur. Le matin, elle était assise à côté de moi, parfaitement normale. Elle m'a déposée à l'entraînement. Plus tard, en se changeant pour aller à la piscine, j'ai vu du rouge sur sa hanche. Il y avait une croûte sanglante en forme de V avec 2 petits points à côté. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle n'en savait rien et s'est mise à hyperventiler. Notre mère a examiné la marque. Elle a demandé si River s'était brûlée avec un fer à friser. Non. Si elle s'était blessée volontairement. Non. Si ça faisait mal. Non. Je me suis souvenu du rêve et je l'ai raconté. Ma mère a supposé qu'elle s'était blessée en se débattant, mais elle a pris rendez-vous chez le médecin. Le médecin a examiné la marque longtemps, perplexe. Il a demandé si elle avait renversé un produit chimique. Il a dit que ça ressemblait à une brûlure chimique sévère, sauf qu'il n'y avait aucune cloque et que ça avait l'air d'avoir plusieurs semaines. Et surtout le V et les points étaient parfaits, pas naturels du tout. Il nous a interrogés séparément pour vérifier s'il y avait eu abus. Rien. Il a demandé un test de dépistage négatif et ça devient encore plus étrange.
Notre voisin Ben s'est réveillé la même nuit avec des brûlures similaires sur son torse, en forme d'empreintes de main avec des doigts inhumainement longs. Il a dit qu'il ne rêvait pas. Il s'est réveillé avec quelque chose qui lui écrasait la poitrine. Il voyait la pièce, mais ses yeux glissaient sur ce qui était sur lui. Ses parents, très religieux, ont fait venir un prêtre pour exorciser la maison. Ben a fait une dépression sévère et a passé presque toute son année de terminale à l'hôpital psychiatrique. Pendant ce temps, la brûlure de ma sœur est restée des mois. Elle a fini en cicatrice rouge. On avait des photos l'été suivant, elle était encore là. Ma sœur a d'abord dit que c'était des extraterrestres, puis elle ne savait pas, puis elle a arrêté d'en parler. Je n'ai jamais cru à l'explication extraterrestre. Si elle s'était levée, elle m'aurait marché dessus, et l'expérience de Ben ne correspondait pas du tout au récit d'abduction. J'ai toujours pensé que ça ressemblait plus à quelque chose de malveillant. Cette expérience m'est arrivée quand j'avais 14 ans. Je n'en avais parlé à personne depuis, même pas à mon partenaire. J'ai 20 ans aujourd'hui, je suis sur le point d'obtenir mes 2 premiers diplômes en psychologie et en anthropologie. Récemment, pour une raison que j'ignore, les souvenirs de cet événement étrange sont revenus et hantent mes pensées éveillées, ainsi que mon inconscient et mon subconscient. Comme on nous l'enseigne en psychologie, parler d'un traumatisme refoulé peut aider, alors voilà. Je vis dans les montagnes désertiques du sud de la Californie, juste sous la Sierra Nevada, à environ 30 minutes à l'ouest de Mojave. Ma ville n'a rien d'une métropole. À l'époque, notre plus grand magasin était un Kmart, l'un des derniers encore ouverts, et nous n'avions que 4 feux de circulation. L'histoire se déroule dans un petit quartier situé à environ 20 km du centre, une communauté majoritairement habitée par des retraités. C'était en plein été avec des températures oscillant entre 35 et 40 degrés. Ma routine du soir consistait à promener mon berger australien, mais j'attendais presque la nuit tombée pour éviter la chaleur. J'ai pris mon téléphone, un petit couteau de poche, mes écouteurs, mon chien, et je suis parti pour ma promenade. Ma communauté compte beaucoup de cavaliers et d'éleveurs de bétail. Les sentiers que j'empruntais étaient des chemins équestres entre les pâturages. Ce soir-là, j'avais décidé de prendre le sentier qui s'étend sur environ 3 km entre 2 longues rangées de paddocks. En gros, un long couloir de sable entre d'immenses arrière-cours. Ma destination finale était le centre équestre, un parc communal où les cavaliers pouvaient pratiquer diverses activités. En avançant dans le sable, il faisait presque nuit, le ciel devenait d'un bleu de plus en plus profond, et je distinguais de moins en moins mon chien. J'ai estimé que j'arriverais au centre équestre dans environ 15 minutes, alors j'ai envoyé un message à ma mère. « J'y serai dans 15 minutes, tu peux venir me chercher ? Je suis trop fatiguée pour rentrer à pied. » Elle a répondu « D'accord, je pars dans 10 minutes. » À ce moment-là, j'étais juste à l'entrée est du centre équestre, là où le sentier appelé la forêt enchantée rejoint celui que j'empruntais, une sorte de croisement hanté. On peut soit tourner à gauche vers la forêt, soit continuer tout droit vers le centre équestre. Avant d'atteindre l'intersection, j'ai remarqué un changement dans le comportement de mon chien. Elle est devenue anxieuse, inquiète. Elle fixait la forêt et s'est arrêtée net. J'ai supposé qu'elle avait repéré un animal, un lynx, un sanglier. Rien d'inhabituel dans la région. Je lui ai tiré légèrement sur le collier, mais elle est restée fixée sur la forêt. Avec un peu d'insistance, j'ai réussi à la faire avancer vers le centre équestre où ma mère nous attendait. Il faisait maintenant presque complètement noir, seule la lune me guidait. La visibilité était si faible que j'ai dû allumer la lampe torche de mon téléphone. En entrant dans le centre équestre, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Un homme très grand, à environ 3 ou 4 mètres dans le sentier de la forêt enchantée, me tournait le dos. Il se tenait parfaitement immobile, la tête levée vers le ciel, les mains ouvertes, paumes vers l'avant, les bras le long du corps. Il mesurait environ 1,80 m, était mince, avait les cheveux courts et foncés, portait ce qui ressemblait à un ensemble de type blouse médicale bleu clair, ou un tissu très fin, presque comme une serviette en papier, et il était pieds nus. Ce qui m'a le plus effrayé, c'était son attitude. Sa posture était déjà terrifiante dans ce contexte, mais en m'approchant lentement, j'ai remarqué qu'il tremblait. Il vibrait ou convulsait légèrement, tout en restant debout. Il semblait ne pas avoir le contrôle de son corps, même s'il gardait parfaitement l'équilibre.
Effrayé, ne sachant pas quoi faire, je lui ai demandé « Bonjour, excusez-moi », puis un peu plus fort « Tout va bien ?» À ce moment-là, il a cessé de trembler, mais il n'a pas bougé, pas un muscle, toujours la tête levée, les mains ouvertes, immobile. Pendant un instant, j'ai cru halluciner. J'ai regardé mon chien. Elle aussi était inquiète et elle a commencé à grogner doucement. Là, j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Quand j'ai relevé les yeux, il s'était rapproché d'environ 2 mètres, sans un bruit, sans changer de posture, toujours dos à moi, toujours la tête vers le ciel. Je n'ai pas attendu de voir ce qu'il voulait. J'ai avancé lentement, très lentement, pour passer près de lui et rejoindre le centre équestre. Dès que j'ai estimé être assez loin, j'ai sprinté aussi vite que possible. Arrivé au premier manège du centre équestre, j'ai regardé derrière moi essoufflé. Il était là, debout au bord du sentier sorti de la forêt, face à moi. Je ne distinguais pas son visage et je ne voulais pas, juste sa silhouette éclairée par la lune filtrant entre les arbres. J'ai continué à courir jusqu'à trouver quelqu'un. Ma mère est arrivée au bon moment. Sur le chemin du retour, j'ai craqué, paranoïa, panique, détresse. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Elle m'a conseillé de faire un rapport à la police. 1 heure plus tard, un officier est venu prendre ma déposition. Le lendemain, il m'a dit être allé sur place. Rien, juste des traces partielles de pieds nus. Rien d'illégal à marcher sans chaussures. Il a tourné ça en dérision et m'a accusé d'être sous influence. Je ne l'étais pas. Rien n'est jamais ressorti de cette affaire. J'ai suivi une thérapie hebdomadaire pendant presque 2 ans. Je n'ai plus jamais marché seul. Mon défunt mari et moi nous sommes rencontrés en 1990, dans le laboratoire où nous travaillions tous les deux. Aucun de nous ne croyait au paranormal et nous étions tous les deux athées. Je le suis toujours. Cependant, je crois désormais que notre conscience continue après la mort du corps. Voici ce qui m'a fait changer d'avis. En 1995, mon mari et moi avons emménagé dans notre maison à Seattle. Elle avait été construite en 1926 et n'avait jamais été rénovée, à part les appareils électroménagers. Quelques années après notre installation, j'ai décidé que nous devions aménager une salle de sport dans l'immense sous-sol, car la maison était trop petite pour mettre du matériel ailleurs. À cette époque, j'ai commencé à remarquer que des choses disparaissaient, puis réapparaissaient dans des endroits complètement absurdes. Un jour, mon mari cuisinait pendant que je prenais un bain. Il est entré dans la salle de bain pour me demander si j'avais pris le verre doseur. J'étais dans la baignoire avant même qu'il commence à cuisiner et je n'avais pas bougé. Il m'a dit qu'il l'avait posé juste à côté de lui. S'était retourné 1 seconde, puis plus rien. Je suis sorti du bain, j'ai mis mon peignoir et je suis allé dans le salon, à côté de la cuisine. Mon regard a été attiré par la porte vitrée de la petite armoire au-dessus de la cheminée. Elle était entrouverte. Le verre doseur était posé sur l'étagère du haut. J'ai cru que mon mari me faisait une blague, mais il a juré que non. Des clés et d'autres petits objets ont commencé à disparaître, puis à réapparaître exactement là où je les avais laissés, dans des endroits totalement illogiques. Et puis, il y a eu le papier toilette. Nous avions plusieurs chats, dont un qui aimait faire pipi sur le tapis de bain. Donc nous gardions toujours la porte fermée, c'était un automatisme. Aucun de nous ne laissait jamais la porte ouverte. Mais à partir du moment où nous avons commencé les rénovations, toutes les quelques semaines, parfois quelques mois, j'ouvrais la porte de la salle de bain pour découvrir que le papier toilette avait été déroulé en zigzag sur tout le sol. Même s'il s'était déroulé tout seul, il n'aurait jamais formé un motif pareil. C'est là que nous avons commencé à suspecter qu'on vivait avec quelqu'un. J'ai réservé un séjour à la Posada à Santa Fe, un hôtel réputé hanté. Je voulais voir si quelque chose de similaire se produirait ailleurs, et là, c'est devenu vraiment étrange. Un jour, je suis rentré tôt du travail et j'ai allumé la télé. Un épisode de Unsolved Mystery passait, et il parlait précisément de l'hôtel où j'allais séjourner. L'émission avait au moins 10 ans et je ne regardais presque jamais cette chaîne. À ce moment-là, un ami m'appelle. Il venait d'allumer sa télé sur la même chaîne et l'émission montrait ma chambre d'hôtel. Il était rentré tôt lui aussi et ne regardait jamais cette chaîne. Nous étions sidérés par la coïncidence. Lors du séjour, la première nuit fut calme. Nous étions dans la chambre de Julia, dans le bâtiment principal. Mes parents étaient logés dans une casita à 10 minutes de marche. La deuxième nuit, nous jouions à des jeux de société dans la salle de jeu, juste sous la chambre de Julia.
Une serveuse a renversé une boisson sur mon beau-père et mon mari est monté chercher une chemise propre. Il est revenu moins d'une minute plus tard, surexcité, nous disant de venir immédiatement. Quand nous sommes entrés dans la chambre, j'ai compris pourquoi. L'odeur de parfum à la rose était si forte que j'ai dû sortir pour respirer. Le membre du personnel que j'avais emmené avec nous a dit « Julia n'aime pas quand les gens fument des cigares. Ça arrive quand elle sent la fumée. » Personne n'est entré dans la chambre. Nous avions laissé une caméra tourner, mais elle n'avait rien capté. Après notre retour de la Posada, l'activité dans notre maison s'est intensifiée. Le papier toilette déroulé revenait plus souvent. Et oui, j'ai envisagé que mon mari me fasse une blague, mais il était souvent en déplacement et ça arrivait même quand il n'était pas là. Un soir, après un dîner avec des amis, nous sommes rentrés vers 22h. Nous étions fatigués, donc nous sommes montés nous coucher. Je suis passé dans la salle de bain, rien d'anormal. Nous avons éteint les lumières du rez-de-chaussée et monté l'escalier. Je me suis jeté sur le lit et la télé s'est allumée au même instant, sur une chaîne obscure que nous n'avions pas regardée, et elle diffusait un vieux film d'horreur que j'avais vu enfant. Je n'en revenais pas. Mon mari, lui, voulait savoir comment j'avais allumé la télé. Je pensais avoir atterri sur la télécommande, mais elle était sur sa table de nuit, à 5 mètres de lui et 2 mètres de moi. Impossible que ce soit lui. Le bouton d'allumage de la télé était caché sous un panneau en plastique. Je ne l'avais jamais vu. Il était secoué, moi pas encore. Je cherchais une explication technique. Puis nous sommes descendus vérifier la maison. Dans la cuisine, toutes les lumières étaient allumées, tous les placards étaient ouverts. Mon mari commençait à paniquer, moi aussi. Dans le salon, la lumière était allumée, le lustre oscillait violemment. Quand j'ai levé la main pour l'arrêter, j'ai senti une sorte de vibration dans tout mon corps. Peut-être mes nerfs, mais c'était la sensation la plus étrange de ma vie. Dans la salle de bain, le papier toilette était déroulé en zigzag, encore. Mon mari a commencé à descendre au sous-sol, puis a poussé un cri et est remonté en courant, livide. Il a dit « Quelque chose de froid vient de me traverser ». Quand j'ai tourné la poignée de la chambre d'amis, toute la quincaillerie de la porte est tombée au sol. Je suis resté figé, la poignée dans la main. Dans notre chambre, la télé était allumée, encore. Je suis allé chercher la télécommande, introuvable. Nous avons fouillé partout, rien. Puis j'ai vu un reflet métallique dans la litière du chat. La télécommande était enterrée dans la litière sale. C'est là que j'ai craqué. Quelqu'un ou quelque chose s'amusait clairement avec nous, et il était là maintenant invisible. Nous avons fini par nous coucher, je n'ai presque pas dormi. Un jour seul à la maison, j'ai senti une présence dans mon bureau. J'ai dit à voix haute « Si tu peux m'entendre, fais le truc de papier toilette, je te laisse quelques minutes. » Je suis descendu 5 minutes plus tard. Le papier toilette était déroulé en zigzag. À ce moment-là, je savais 2 choses. J'étais seul avec quelqu'un d'invisible. Cette entité pouvait m'entendre et me comprendre. Ma femme de ménage venait chaque semaine. Un jour, elle est sortie en courant paniquée. Elle avait entendu le tiroir à ustensiles s'ouvrir et se fermer violemment, encore et encore. Elle pensait qu'un intrus était entré. Quand je lui ai expliqué, elle a simplement dit « Ah, ça explique tout ». Elle est mexicaine et m'a dit que ce genre de choses n'était pas aussi tabou là-bas. Elle travaille toujours pour moi 20 ans plus tard. Nous venions d'emménager à Denver avec mon colocataire Tyler. Pendant les premières semaines, je ne l'ai presque pas vu. Il s'éclatait et moi, j'étais très bien seule dans l'appartement. Rien ne m'inquiétait. Une photo était tombée du mur, ce qui était étrange, et j'ai mis ça sur le compte de la gravité. Tyler a enfin passé une nuit dans l'appartement. Nous partagions un lit parce qu'il n'en avait pas encore acheté un. Nous étions tous les deux bourrés. Cette nuit-là, dès que j'ai éteint la lampe, les stores se sont mis à bouger. Tyler était terrifié, mais j'étais ivre et crevé, alors j'ai mis ça sur le compte d'un courant d'air. Il est allé dormir dans le salon. Je suis resté dans la chambre et je lui ai dit de se calmer, que ce n'était rien. Rien d'autre ne s'est passé cette nuit-là, mais nous en avons reparlé le lendemain. On a rigolé, j'ai dit « Comment on devrait appeler notre fantôme ?» Tyler a répondu « Bill ». Toute la journée, on a continué à faire des petites blagues sur Bill. Le soir, en se mettant au lit, juste avant d'éteindre la lampe, Tyler a murmuré « Bill n'aime pas le noir ». Les stores se sont immédiatement mis à claquer dans tous les sens. J'ai rallumé la lampe et nous nous sommes redressés. Je n'étais toujours pas convaincu.
Il m'a forcé à sortir du lit pour vérifier d'où ça venait, parce que je n'avais pas peur. J'ai cherché une bouche d'aération, une fenêtre ouverte, n'importe quoi, mais rien n'avait de sens. J'avais une petite radio posée sur le rebord de la fenêtre, elle était tombée. Je l'ai remise, je suis retourné au lit et j'ai essayé de calmer Tyler. J'éteins la lampe, les stores repartent encore plus violemment. On regarde, cette fois j'ai peur. J'ai fait ce que n'importe qui fera en pensant être face à quelque chose. J'ai essayé de lui parler. « Tu veux qu'on parte ?» Les stores devenaient fous. Là j'étais terrifié. J'ai sauté hors du lit, j'ai fait un sac en vitesse et je suis parti chez un ami d'enfance. Je n'ai pas dormi, j'ai tremblé toute la nuit. Le lendemain, on est retourné à l'appartement pour chercher sur internet un exorciste. J'étais en panique, assis par terre dans un coin. Tyler appelait des églises, mais personne ne nous aidait. Les réponses étaient confuses. Tyler s'est levé à regarder vers la cuisine. Il a mis sa main sur sa bouche et a reculé lentement. Les plaques de cuisson étaient allumées, toutes à des niveaux différents. J'ai couru hors de l'appartement. Il m'a suivi, mais il a pris le temps de les éteindre. On s'est assis dans la voiture, paniqué. On doit appeler le bureau de location et se barrer de ce bail. L'appel a été très gênant. La gestionnaire ne nous croyait pas et pensait qu'on était débiles, mais je lui ai tout raconté. Elle a dit qu'elle allait se renseigner. Tyler avait laissé ses cigarettes dans l'appartement. Il a insisté pour que je reste à la porte pendant qu'il les récupérait. Tous les points d'eau étaient ouverts, tous les robinets, toutes les douches. J'étais hystérique. Je suis retourné à la voiture. 2 employés du bureau sont arrivés parce que notre histoire faisait le tour de l'immeuble. Je leur ai demandé d'éteindre l'eau parce qu'on avait trop peur. On est resté près de la porte pendant que je leur racontais tout. L'une d'elles a mis sa main au-dessus d'un brûleur. Elle a dit « C'est encore chaud, ils n'ont pas inventé ça ». Elle commença à nous croire, mais pas totalement, jusqu'à ce que le technicien rencontre Bill, appelons Todd. Après notre départ, Todd et un collègue passaient devant notre appartement en rigolant de notre histoire. Au moment où ils sont passés devant la porte, le verrou s'est tourné tout seul. Il a essayé d'ouvrir avec ses clés, impossible, comme si quelqu'un retenait le verrou de l'intérieur. Il a essayé la porte du balcon, impossible aussi. Puis il est revenu à la porte d'entrée. Elle s'est ouverte sans résistance. Là, le bureau nous a cru. Ils nous ont autorisés à déménager dans un autre appartement. Le lendemain, j'ai dû refaire mes cartons. Je ne pouvais pas rester seule dans l'appartement. J'étais terrorisée, mais déménager n'a rien changé. On avait fait tout ça pour rien. On a continué à essayer de se débarrasser de l'entité nous-mêmes. Ça incluait se bourrer la gueule tous les soirs et se moquer de lui. On était stupides. Tyler a acheté un autocollant mural géant de Paris. Il l'a collé dans sa chambre. Il est tombé. On l'a remis. Il est retombé. Je pensais encore à une explication logique. Puis la chose a commencé à frapper sur notre mur du moment où on se couchait jusqu'à 10h du matin. Tous les jours, ça ne nous laissait pas dormir. Un voisin du dessus est descendu furieux. J'ai dû lui expliquer que ce n'était pas nous, mais une sorte de démon. Je l'ai même fait entrer dans ma chambre. Il a vu le mur trembler. Il a dit « Ça doit être un raton laveur dans votre mur ». Les gens refusent vraiment de croire aux fantômes. Ça nous détruisait. On ne dormait plus. Ça changeait l'eau de la douche en eau bouillante, jetait des bougies allumées, faisait tomber des objets. Puis Tyler l'a vu. Je ne le trouvais plus. Il éteignait les lumières pour aller se coucher, puis plus rien. Tyler, t'es où? Pourquoi toutes les lumières sont éteintes? J'ai allumé la lumière de la chambre. Il était dans le lit, recroquevillé sous les couvertures. Mais qu'est-ce que tu fais? Il ne me regardait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pleurait. Il m'a dit, je l'ai vu. J'ai senti une peur que je ne peux même pas décrire. Un ami nous a dit que l'entité était attachée à Tyler et tout indiquait qu'il avait raison. Quand Tyler est parti de la ville, tout s'est arrêté. Je ne peux pas expliquer ça, je ne peux pas l'inventer. Ça fait 5 ans. Je suis traumatisée à vie. Je dors avec une veilleuse, je dors avec un oreiller sur la tête. Mes cauchemars sont atroces. Ce que je sais, c'est que ça m'a donné une forme de paix sur l'après-vie et les autres dimensions.